Salut, alors c'est bien un sujet qui a eu un succès assez considérable sur toute la vie de ce blog depuis le début, même lorsqu'il était écrit. C'est bien ça. Ouais, cette petite chose, hein, c'est le fameux amplificateur opérationnel discret de chez Burson ou GD Audio ou tout ce qu'on veut. Cette chose qui a eu un succès considérable chez les audiophiles a toujours suscité de la méfiance quant aux affirmations péremptoires et absolument ridicules du site qui les vend, en tout cas Burson. Surtout que c'est pas Burson qui les a fabriqués, ni encore moins conçus. Euh, et le fait que finalement on a pu s'en décoter un, c'était celui-là. Et donc on a pu les mesurer avec un audio précision portable à l'époque. On a pu voir qu'en fait cet appareil avait des défauts absolument considérables, avait des taux de distorsion ridicules. Et c'était pas dû à l'exemplaire, c'était bien reproductible. D'autres gens ont fait des mesures, comme Samuel Groner ou des gens comme ça. Ils sont bien tombés exactement sur le même résultat. Ce truc ne marche pas bien. Alors, vu que j'ai réussi à avoir l'adaptateur USB pour l'audio précision, et aussi réparer une panne intermittente qu'il y avait dedans, qui était un peu chiante, j'ai décidé de reprendre un peu cet appareil-là et de voir un peu plus près quelle pourrait être la cause des défauts inhérents à ce truc. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les schémas sont publiés, les schémas a priori n'ont rien de spécial, mais on va voir ça. Franchement, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de distorsions et autant de problèmes avec ça. Bon, fallait voir un petit peu. Donc je vais avoir le cœur net et aller un petit peu plus loin, voir un peu sous d'autres aspects et faire quelques expérimentations avec ça. Donc voilà le merdier ici, les fils, les machins, les trucs, les sondes, la plaque à trous. Donc j'ai fait tout un lot d'essais de toutes sortes sur ce truc. Donc avant de les voir justement, on va regarder un peu la topologie de ce truc. Et on va voir un petit peu quels sont les points litigieux qu'il faudrait regarder plus près pour voir si on pourrait pas essayer d'améliorer ce machin. Donc on va regarder un petit peu plus près le schéma du Burson que j'ai repris ici. Alors ça c'est la version 2 que j'ai repris les valeurs telles qu'elles sont. On va dire c'est la même que la version 1 à 3 pouces près. Et c'est la même que la version de GD Audio à 3 pouces près aussi. Ici, on a vraiment une espèce d'enveloppe classique, ultra classique scolaire. Il n'y a absolument rien de mystérieux dans ce truc-là, à part quelques détails qui, disons, suscitent un peu la curiosité et se font poser quelques questions quand même. Le concepteur de ce truc a voulu à tout prix mettre a priori des cascodes partout. Je ne sais pas pourquoi, même si c'est un schéma qui a certains avantages, il reste quand même utilisable que dans certains contextes particuliers. Donc ça, j'ai remis ici les schémas fondamentaux de base, vraiment. Ici, les cascodes sont hybrides, hein, donc ils sont attaqués par des FET et après bipolaires. Donc, le cascode, en gros, là je simplifie à l'extrême, il y en a vraiment deux sortes. Dans ce cas-là, il y a le cascode standard, ici, avec un transistor en base commune et puis un transistor qui est attaqué comme ça. Le désavantage de cette situation, c'est que la tension de sortie ici est un potentiel assez élevé et ça peut être embêtant pour l'étage d'après et qui doit être un petit peu mieux étudié au niveau des polarisations. Alors, il y a une technique qui consiste à retourner le transistor ici et le faire aller vers le bas. C'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on passe d'un NPN ici à un PNP là et on le fait aller vers le bas. Donc la sortie se retrouve toujours pareil sur le collecteur, sauf qu'elle se retrouve à un potentiel qui peut être du même quasiment ici à 0, se retrouver à peu près équivalent à celui du transistor d'entrée, ce qui permet d'attaquer les étages derrière sans avoir de soucis de polarisation. Ça simplifie vachement le système, mais ça reste équivalent. Bon, il faut quelques sources de courant supplémentaires parce que ici ça ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Ici on est vraiment en série, là on est vraiment un système qui se retrouve en partie en parallèle. Donc bon, la structure est un peu différente, mais c'est le même principe. Le cascode, il a une particularité vraiment particulière qui est vraiment unique dans son truc,
c'est qu'il a une très forte impédance d'entrée et aussi une forte impédance de sortie. L'avantage de ce montage-là, c'est qu'il est à très grande bande passante, parce qu'il supprime les capacités de Miller, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un système qui est fortement utilisé en haute fréquence, parce qu'il permet d'avoir des grands gains et ne pas avoir de chute de fréquence disons, rapide à cause des capacités parasites dans les semi-conducteurs. Donc c'est très avantageux. Son gros défaut, c'est son impédance de sortie qui est élevée. Et bon, donc c'est un étage qui ne doit pas être chargé. En gros, il doit être attaqué après, en général par des suiveurs ou des choses comme ça, qui ont des impédances d'entrée encore plus grandes, donc ce qui permet d'avoir le maximum de gains sans être obligé de le charger un peu trop. Alors, si on revient au schéma du Burson, alors j'ai repris le schéma en gros. J'ai séparé les blocs par les blocs principaux du truc. J'ai remplacé les transistors montés en diode par des diodes pour éviter de encore encombrer le schéma. Il faut prendre ça comme ce sont des transistors qui ont été mis ici pour avoir une chute de tension qui soit fixe par rapport à la tension d'alimentation. Et ici, en fait, c'est un transistor équivalent à celui-là qui est censé être appairé avec celui-là. Alors, la structure, c'est vraiment extrêmement simple. Ici, c'est une structure différentielle, donc on se retrouve avec deux cascodes repliées, c'est exactement cette structure-là, sauf qu'elles sont parallèles, quoi, comme ça. Il y en a une qui sera l'entrée inverseuse et l'autre pas. Et après, l'étage différentiel, lui, il a son générateur de courant ici. C'est vraiment la structure scolaire avec ici un miroir de courant. Le miroir de courant, l'avantage, c'est que on pilote un courant d'un côté en alimentant de l'autre, ce qui permet d'alimenter une branche d'une manière simple et avoir l'autre qui va vraiment suivre quoi qu'il se passe dessus. Ça permet d'avoir des fortes asymétries de chaque côté et pourtant des courants extrêmement similaires. Donc ça, c'est des structures vraiment standards. Le courant est fixé par cette résistance-là. Ici, on a en gros une chute de tension d'une diode. Donc le courant ici, ça va être en gros 0,6 volts. Égal U sur A, ça va être 0,6 volts sur la résistance. Donc le courant qui va circuler de côté sera à peu près identique. Ici, simplement la partie pilotage est alimentée avec une tension. Ici, elle a été repiquée au niveau de la chute des diodes, là. Il y a une résistance de protection. Cette résistance-là a été augmentée fortement par rapport au premier schéma, qui était de l'ordre de 15K, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc on a le cascode replié ici. Les bases des transistors ici, pareil, sont polarisées à une tension inférieure, de telle sorte qu'ils soient polarisés suffisamment bas. Ici, c'est pour ça qu'il y a ces diodes-là qui descendent la tension. On pourrait mettre autre chose pour descendre, mais l'avantage des diodes, c'est que ça a quasiment une tension fixe à ces bornes. On pourrait foutre une ZNR de basse tension, enfin qu'importe. Ce qui permet d'avoir les bases à des potentiels suffisamment bas pour pouvoir être polarisés correctement. Et après, ces trucs-là, il faut mettre des sources de courant en dessous. C'est simplement pareil, encore un miroir de courant ici qui permet d'équilibrer les branches et d'avoir ici le courant fixé par cette résistance-là. Sauf que, il y a une curiosité dans ce schéma, c'est ce transistor-là. Alors là, j'avoue, c'est une structure que je n'avais jamais vue spécialement. D'habitude, on a la structure à deux transistors là qui suit directement, mais il y a un transistor ici. Je n'ai pas trouvé d'explication particulière à sa présence, mis à part que ce serait peut-être, alors là j'avoue, ce serait peut-être pour que la puissance dissipée dans les transistors soit partagée entre ces deux-là. Ça veut bien voir qu'ici le courant de repos va être partagé entre ces deux-là. Et ici, s'il n'y avait pas ça, en fait, toute la puissance va être dissipée par celui-là. Ce n'est pas le transistor qui est ici, sous forme de diode, qui va dissiper quoi que ce soit. Donc en mettre deux en série, à la limite, ça permettrait de dissiper d'une manière à peu près analogue à ça. Mais c'est vraiment de la supposition, j'avoue. En simulant, en enlevant ça, ça ne change pas grand-chose, à part la puissance dissipée. J'avoue, même à la limite, ça dégrade, parce que ici on a des effets particuliers, des petits défauts sur les fronts montants lorsqu'on a des forts niveaux là-dedans. Donc, bon, j'avoue, je ne sais pas exactement la logique, à part celle-là, de ça. Donc c'est vraiment après, la cascode repliée avec son miroir de courant ici, et puis on chope la sortie là, et puis on attaque un truc. Alors là, un truc, c'est pareil. Là, je n'ai pas d'explication pourquoi cette topologie a été utilisée. Je ne vois vraiment pas l'intérêt du tout. C'est une sorte de cascode qui est utilisée en push-pull ici.
bon, qui est utilisé au niveau de la source. Enfin, bon, c'est pas un cascode utilisé comme ça où on sort à ce niveau-là. Ici, on sort à ce niveau-là. C'est en fait un étage on va dire, de puissance à gain unité. Le but, c'est vraiment de séparer ces parties-là de celles-là et d'avoir une forte impédance d'entrée, une faible impédance de sortie. Mais là, franchement, je vois pas l'intérêt parce que le fait de mettre 2 semi-conducteurs en série comme ça diminue fortement des possibilités de swing à cause de tout ça qui va faire des tensions de déchets. Et franchement, je vois absolument pas l'intérêt. Là, c'est la première fois que je vois ces structures-là utilisées comme ça dans un ampli hop. Je vois pas l'intérêt. En plus, avec des résistances équilibrées, là, c'est encore pire. On pourrait avoir un petit peu plus de swing si la résistance ici était plus faible que celle-là, ce qui permet de remonter le tout, mais sinon, franchement, je vois pas l'intérêt. Je pense que là, ça fait que la distorsion peut monter dès que le niveau va monter. Et il reste la dernière curiosité. Alors là, c'est un truc, alors c'est ce truc-là. Qu'est-ce que cette résistance vient foutre là? Franchement, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Je me le demande. La seule explication que je verrais, entre guillemets, c'est que, comme ici, on se retrouve entre la source, le miroir de courant ici et les transistors là, ici on se retrouve à quelque chose qui n'est pas très loin du 0 volt, parce qu'ici on a la base qui est à la masse, donc ici on est à peu près à 0,6 volts. Peut-être que ça va forcer ici d'être un peu dans les mêmes conditions. Ben alors là, c'est de la supposition pure. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, le problème incroyablement, vraiment flagrant ici, c'est que ça va charger ce truc, le cascode replié, et les cascodes repliés, ça ne supporte pas d'être chargé. Donc ça va complètement museler ce système-là, et le gain va exploser, enfin le gain va vraiment, il va être laminé, quoi. Et quand on regarde les fichiers constructeurs, et quand on simule ça, on a un gain de entre 30 et 40 décibels. On n'a même pas x100, on a 60, un gain de 60 en boucle ouverte. Ce qui est ridicule au dernier niveau, quoi. Un ampli hop avec un gain de 60 ou 100, c'est grotesque. Et franchement, ça, pour moi, c'est la cause du truc. Parce que ça, c'est une topologie qui est utilisée assez souvent. Ça, bon, on s'en fout, ça n'apporte pas de gain. Donc ça a déjà du gain à mort, quoi. Et avoir à la fin un gain de 100 avec un cascode replié, il faut vraiment vouloir. Et ça, justement, c'est ça qui fait que le gain est franchement réduit. Alors en simulant un peu, on voit que le souci de ce schéma-là, c'est l'offset qu'on obtient en sortie et l'extrême sensibilité de ce réglage-là. Et si le gain est très élevé, c'est extrêmement sensible. En bridant le gain à mort, le réglage ici devient plus facile. Mais si c'est ça le but à l'origine, c'est vraiment pathétique, hein, quand même. Un autre truc qui est super tordu dans ce truc-là, c'est que pour la version stéréo, il y a bien 8 broches comme tout ampli hop, les 2 entrées inverseuses x 2, les 2 sorties et les alimes. Donc on se retrouve avec au total 6-8. On a 8 broches. Normal. Sauf qu'ici, il y a ça. Et ça. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne correctement, et là, en pratique, il faut que ce soit fait, il faut en plus un fil de masse. C'est ça la première fois que je vois un truc qui est censé être compatible avec des ampli hop standards, avec une 9e broche qui est la broche de masse. Si ça, c'est pas câblé, ça fait n'importe quoi, hein, ça délire complètement. Donc ici, la magie du Burson, je ne la vois pas. Par contre, des erreurs de conception, j'en vois quelques-unes. Donc cette résistance-là, qui pour moi est ridicule, ce transistor-là qui est vraiment incongru ici, en plus, cette structure-là, habituellement, elle est dans l'autre sens. Elle est dans l'autre sens et on va les piquer de l'autre côté. Bon, ça fonctionne comme ça, mais normalement, habituellement on ne le voit pas arrangé sous cette forme-là, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est un peu particulier et je ne vois pas l'intérêt non plus. L'étage de sortie, alors mystère. À part limiter le swing et probablement commencer à faire de la distorsion prématurément, je ne vois pas l'intérêt non plus. Donc, si magie il y a là-dedans, c'est parce qu'il y a des défauts. Et des défauts déjà conceptuels au départ. Alors, on va faire des expérimentations avec l'audio précision sur ce montage. J'avoue que les
les tests ont été extrêmement difficiles à faire. Ça a été très très problématique. Le Burson, c'est une éponge à parasites, c'est l'enfer. Le monter sur une plaquette à trous, mettre quelques câbles pour pouvoir faire les mesures, etc., ça part direct en sucette en deux temps en mouvement. C'est un enfer, c'est un enfer. En plus, il a une tendance à avoir une oscillation HF vers 10 MHz qui arrive et qui repart d'une manière totalement inexplicable. C'est ultra fragile et c'est ultra pas stable. C'est vraiment un truc à... Enfin, c'était l'enfer de faire les mesures. Et le remplacer par un simple 5532, d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe. Ça marche nickel, il n'y a pas un souffle, pas un bruit, pas un pet, il n'y a que dalle. Dès qu'on met ce truc-là, ça ronfle dans tous les sens, il y a de la HF partout. Et surtout, quand on attaque un canal, ça attaque l'autre. Alors je suppose que, en fait, la grande sensibilité à ce niveau-là qui peut arriver fait que les offsets en entrée de l'un va impacter l'autre canal. Tout simplement parce que je mets le même générateur sur les deux canaux. Donc on se retrouve avec les transistors ici qui sont reliés ensemble. Et enfin, ceux-là sont à la masse et ceux-là sont attaqués en même temps. Et un canal influe l'autre. Si jamais je change le réglage d'offset d'un canal, en fait, ça fait gigoter l'autre. C'est délirant. Et alors, les caractéristiques de ça en boucle ouverte, alors là, si vous voulez avoir peur, il faut le regarder parce que c'est atroce. C'est atroce. Ça dépend fortement de l'offset résiduel et ça fait n'importe quoi. Pour les très faibles tensions d'entrée, ça fait n'importe quoi. Et ça fonctionne parce que c'est contre-réactionné et que finalement ça arrive à s'en sortir comme ça. Mais c'est vraiment hideux, c'est atroce. Donc, vraiment, ça a été difficile à faire. Il a fallu, comme je travaille sur des tables en métal Ikea, il a fallu que je relie toutes les tables à la masse, que je me relie à la masse, etc. pour supprimer le maximum de parasites. C'était très très difficile à faire. Alors, on va aller voir. On va regarder, comparer simplement d'abord le Burson avec un 5532, simplement en distorsion, comme ça, juste branché comme ça. Et la deuxième étape, c'est on va faire la modif de ça. On va remplacer ça par quelque chose de plus élevé. Je ne vais pas l'enlever parce que peut-être qu'ici, il y a besoin d'une référence à la masse quelconque. Je n'ai pas envie d'aller chercher s'il y a une raison ou pas. Je vais passer une résistance d'un mégome et on va voir ce qui va se passer. Et puis, on pourra éventuellement conclure sur la qualité de ce truc. Néanmoins, franchement, ça commence à être inquiétant. Donc, rapidement, on va mesurer, pour commencer, un 5532, juste pour comparer avec un Burson que je vais brancher juste derrière. Donc là, je suis dans un cas de figure extrêmement simple où j'attaque avec 1 volt. Avec un gain, un suiveur inverseur, un gain de 1. Voilà. Bon, voilà ce qu'on obtient. On est à peu près à 0,015% de distorsion. Ce qui est à peu près ce à quoi on doit s'attendre. Donc, je vais stocker ça. Maintenant, je vais mettre le Burson à la place. Donc là, j'ai mis le Burson. On va juste mesurer en vitesse les deux canaux. Donc, ben voilà ce à quoi on devait s'attendre. Hein. Ce sont les caractéristiques qu'on connaît depuis le début. Une grosse distorsion dans un cas de figure standard. J'ai rappelé les valeurs du 5534, 5532. Donc on passe à peu près un facteur 100 en distorsion. Voilà. Ok, donc là, on va étudier un petit peu une petite modif qui a été faite sur un des canaux des Bursons. Juste pour montrer cette histoire d'étage de cascode replié qui est chargé par une résistance qui paraît vachement incongrue. Alors, ici, canal A est le canal standard et canal B est le canal où la résistance a été mise à 1 mégohm. Ici, je vais attaquer avec 500 mV RMS et je vais mesurer les courbes de distorsion. Alors la courbe verte c'est le canal modifié et la courbe bleue c'est le canal d'origine.
Alors là, le truc qui saute aux yeux, évidemment, c'est qu'il y a un facteur quasi 50 en termes de distorsion. La distorsion du canal modifié va un peu se faire aussi avec le bruit. Elle est plus ou moins irrégulière, donc ça veut dire qu'il y a souvent, ça veut dire que simplement le bruit intervient là-dedans. L'autre est constante, ça veut dire qu'on a affaire à une saturation. Simplement, l'étage cascade replié est saturé et commence à se compresser parce que la charge est trop importante. Alors, si on passe à une tension très faible, genre 10 millivolts d'entrée, comme ici j'ai un étage inverseur à gain de 2, donc on passe de à peu près gain de 2, un petit peu moins, on passe donc de 10 millivolts à peu près 20 millivolts. Le canal B est légèrement plus élevé que l'autre parce qu'en interne il a plus de gains, donc il se rapproche plus de l'idéal. Et là maintenant en passant avec des très faibles niveaux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des courbes qui sont relativement proches. Tout simplement parce que l'étage cascade, lui, va peut-être un petit peu saturer, mais surtout, on est dans des ordres de grandeur où le bruit de fond va intervenir. Donc c'est beaucoup plus régulier, mais on remarque quand même qu'il y a dedans une différence encore de l'ordre de 1 à 5 dans les taux de distorsion vers le bas. Hein. Maintenant, si on passe à des tensions plus élevées, genre 3 volts RMS, on se retrouve après avec 5, 7, 5, 8 en sortie, on va se retrouver avec des différences qui vont être un peu plus visibles, mais là on va commencer à percevoir une saturation en sortie. Tout simplement parce que les taux de distorsion deviennent constants avec la fréquence. Donc le bruit de fond n'intervient quasiment plus, et là c'est vraiment un effet de compression des signaux dû à une surcharge des étages de sortie ou étages intermédiaires. Alors on le voit parfaitement bien ici, dans le truc non modifié en bleu, et on le voit aussi de l'autre côté, mais ça se situe à un seuil beaucoup plus bas parce que l'étage cascade est beaucoup moins sollicité. Après, si on continue à monter en tension, si je passe par exemple à 6 volts RMS, comme le truc il est alimenté sous 16 volts, il sort du 11 volts, et en fait il commence déjà à saturer de toute façon des deux côtés, donc les deux courbes vont se rejoindre, tout simplement parce que là on n'est plus à la saturation du cascade, on est à la saturation de l'étage de sortie, qui est une espèce de cascade hybride dont je ne comprends pas l'intérêt, mais alors vraiment pas. Et là je vois l'inconvénient, il est par ici parce qu'on perd une grande dynamique de sortie. Hein, bon, franchement là j'avoue, je me posais encore la question pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà, simplement ne serait-ce qu'augmenter cette résistance de l'étage cascade replié a un impact réel sur les trucs de mesure. La différence par rapport à la simulation, si on utilise un simulateur, sur le simulateur, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment pas. Alors que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui a un effet assez considérable. Donc si vous voulez avoir un petit peu mieux que les burstons d'origine, augmentez cette résistance-là. Je ne conseille pas de l'enlever parce que le montage, qui est déjà pas très stable au départ, est encore plus instable. Donc faut mieux laisser une résistance. Alors c'est chiant à démonter tout ça, mais si on peut, faut enlever cette résistance de 10K et mettre une résistance d'un mégaume ou enfin quelque chose comme ça. Non seulement on va avoir un gain en boucle ouverte bien supérieur et ça va se comporter comme un vrai ampli-op, enfin tout du moins quelque chose qui commence un peu à ressembler à un ampli-op, et les distorsions vont être considérablement inférieures parce que simplement l'étage cascade ne sera pas surchargé par une charge qui n'a rien à foutre à cet endroit. Donc juste pour être complet, on va regarder un peu au niveau FFT comment ça se présente. Ici, je vais faire une FFT sur les deux canaux en même temps, hein, avec 1 volt RMS en entrée, c'est-à-dire un cas plus ou moins idéal où la distorsion est pas trop élevée. Donc, on va se faire une FFT, je vais faire 8 mesures moyennées sur les deux canaux. Donc voilà, on a comme avant le bleu qui est le canal non modifié et le vert le canal modifié. Alors on voit tout de suite les différences de niveau d'harmonique qui n'ont absolument rien à voir. Si je zoome sur l'harmonique 2 par exemple, on voit que le canal non modifié a beaucoup plus de distorsion que l'autre pour la même utilisation. Donc vraiment là, ça se voit très bien, on voit parfaitement le truc.
Il est difficile d'avoir ce niveau de bruit-là comme ça. C'est un truc extrêmement sensible au câblage, à tout ce qui l'entoure. C'est vachement difficile de faire ça. Donc, bon, au moins là, j'ai pu me faire, parce que comme j'ai des tables métalliques que j'ai pu mettre à la masse, j'ai pu déjà enlever pas mal de soucis. Mais il reste un peu de bruit là-dedans qui est résiduel. En fait, c'est vraiment un ampli qui capte tout ce qui traîne. Dans mes expérimentations, à un moment, j'ai capté la radio avec. Hein. Faut vraiment, c'est un truc, franchement, on se demande vraiment ce que ça fout là. Alors, si par exemple, je monte en tension, si je passe à 5 volts RMS, par exemple, là, on va voir simplement une saturation qui va commencer prématurément, surtout sur le cas non modifié, hein, la courbe bleue. Donc, on va avoir des distorsions qui montent tout de suite fortement. Même pour le canal modifié, là on arrive à la limite de l'étage de sortie lui-même qui a une grosse perte due au fait qu'il y ait deux transistors en série euh, en sortie. Et là on perd de la dynamique forcément. Donc par rapport à un ampli op standard, vaut mieux pouvoir alimenter plus haut pour essayer de compenser cette perte-là. Voilà. Donc au niveau FFT, voilà ce qu'on obtient avec ce genre de truc. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais conserver les courbes. Hein, et je vais mettre un 5532 à la place de l'appareil. Donc ici, je vais remettre zoom to original. Voilà. Je vais passer quand même à une version 1 volt. On va se refaire une mesure à 1 volt pour éviter de se mettre dans une situation de saturation quand même, pour faire une comparaison qui soit un peu plus juste. Donc voilà le truc à 1 volt. Je vais stocker la trace. Je change l'ampli op. Donc là on entend, j'ai éteint l'alimentation quand même. Donc je l'enlève. Je mets un 5532 à la place. Hein, hop là, je mets ça comme ça. Voilà, c'est bon. Je rallume. Et je relance. Et là, effectivement, et si je ramène l'autre trace, on voit qu'en fait, on a vraiment quelque chose qui est largement moins bon, quoi. Franchement, ça c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant, avec un ampli up, voilà ce qu'on a, quoi. Je veux dire, on est carrément en dessous sur toutes les mesures. Alors c'est simplement le pur son est beaucoup plus bruyant, c'est tout. On a quelque chose qui est beaucoup plus tranquille avec l'ampli up. Alors là, je suis exactement dans les mêmes conditions. Là, je suis vraiment pas dans les conditions idéales. Je suis sur une plaque à trous. Franchement, c'est pas ce qu'il y a d'idéal avec les fils qui sont dans tous les sens. Il y a des boucles de masse, il y a des trucs. Évidemment, c'est pas idéal. Mais bon, on voit que déjà le burson, pour essayer d'obtenir quelque chose de silencieux, il faut vraiment y aller parce que le fait que ce soit un gros truc avec des tas de fils qui traînent et tout ça, franchement, c'est le piège à parasite et c'est ce qui se passe en réalité, quoi. Donc franchement, si je pouvais donner un conseil, foutez-moi ça à la poubelle et oubliez jusqu'à leur existence. Ok, juste en passant un petit coup d'œil sur une simulation du burson en lui-même. J'ai utilisé le ST Spice 4 pour rentrer le schéma. Et bon, j'ai repris le truc classique habituel. Et voilà, donc ici je le simule avec 1 volt en entrée, juste sur la sortie, enfin sur l'entrée inverseuse. Et puis voilà. Donc ici, voilà ce qu'on a. Donc je rentre à 1 volt, j'ai fait un montage avec un gain de x2, exactement les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour les essais. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient bien un système qui fournit à peu près un gain de 2. Alors j'ai mis un ampli op standard à côté pour comparer. Et on voit que de toute façon il n'y a pas tout à fait le gain prévu, ce qui est logique vu cette résistance là, ici, qui met un peu une muselière à l'étage qui est avant. Et comme le gain de l'ampli en lui-même n'est pas très très grand, ça commence à se voir même en boucle fermée. Alors si je le change avec un mégome, par exemple comme ça, donc si je refais une simulation, je devrais avoir quelque chose qui est quasiment superposable à l'ampli up en lui-même. On a vraiment augmenté le gain en boucle ouverte, donc là on a même plus quasiment plus
d'écart, enfin il s'est vachement diminué par rapport à avant. Et voilà, donc en fait, en simulation, à part quelques petites différences de ce genre, on ne voit pas vraiment de différence autre que ça. Si on fait par exemple une transformée de Fourier de ça, on aura quelque chose qui va avoir un fondamental ici à 3 et puis les harmoniques derrière qui sont à moins 60, ce qui est déjà fortement distordu. Mais le problème c'est que quoi qu'on fasse ça change rien. Alors soit le module FFT je ne sais pas m'en servir et j'ai oublié quelque chose, je suis passé à côté d'un truc, soit en fait le simulateur il ne voit pas de différence à ce niveau là. C'est pour ça que en simulation on voit pas, on voit la distorsion qui existe, hein, elle existe, mais on voit pas que ça corrige ou ça change quoi que ce soit. Et pourtant, en réalité, quand on fait l'expérience, en fait, ça change tout. Et c'est pour ça que ça, c'est une limitation de ce style de simulateur, c'est que quand on veut créer vraiment de la distorsion et des trucs comme ça, il faut vraiment soit des modèles bien précis des semi-conducteurs. Si j'ai pris des modèles que j'ai trouvés sur le net de ces transistors-là, mais c'est pas du tout garanti qu'ils soient vraiment bons. Donc il faut être vraiment sûr de son coup pour pouvoir faire confiance à ce niveau-là. Les simulateurs analogiques ont certaines limites. Et c'est pas forcément une limite qu'on croit. Hein. Par exemple, on peut faire de très bonnes simulations en bruit, par exemple, plus qu'en simulation de caractéristiques pures, parce qu'on n'a pas forcément les modèles qui conviennent. Mais bon, ça aide déjà à voir si le montage fonctionne, évidemment. Hein, et le montage fonctionne à peu près comme prévu. Là, on a bien de la distorsion qui arrive à fort niveau avec l'étage de sortie ici. On retrouve tout ça. Hein. Bon, je ne vais pas faire l'expérience avec... Là, ça va faire beaucoup trop long, mais bon, c'est quand même un schéma qui se comporte à peu près comme prévu. Et en fait, si on enlève ce transistor bizarre qui est... là, ce truc-là, en fait, ça change rien. Dans les simulations, ça change pas grand-chose. Ça même rien du tout, ça change pas le gain, ça change pas les résultats, ça change rien. Sauf que, en fait, la seule chose que ça change, c'est la dissipation. Ici, on a 238 milliwatts dans le seul transistor ici. Ici, bon, celui-là, il dissipe rien, c'est normal, c'est une diode, donc 4 milliwatts. Et il y a la même chose de l'autre côté, mais qui est les 240 milliwatts sont dissipés sur les deux transistors en même temps. Et le fait d'avoir mis celui-là permet a priori, c'est l'explication que j'en ai, de partager la dissipation sur les deux transistors plutôt que sur un seul. Ce qui, vu que ce sont des petits transistors, ici, bon, là, il se remet à dissiper 120 milliwatts, l'autre pareil. Donc on a quelque chose qui est à peu près à 120 milliwatts. Ce sont des transistors qui ne dissipent pas plus de peut-être 300 milliwatts. Donc il ne faut pas les envoyer trop chaud, quoi. Donc c'est des petits signaux, donc il faut se méfier. Et une remarque quand même, c'est que celui-là, le transistor qu'il y a ici, qui dissipe 171 milliwatts, dans la version d'origine de GD Audio, c'est pas ce modèle-là qu'il a mis, c'est un modèle plus gros. C'est un modèle qui peut dissiper 900 milliwatts. Ça, pour moi, ça veut simplement dire que c'est lui le concepteur. Il a bien vu qu'à cet endroit-là, ça dissipait plus que prévu, et il a mis un transistor avec une meilleure marge de sécurité. Burson, voyant que ouais, bon, allez, ça tiendra avec tous les mêmes, ça permet d'être moins cher, de faire en plus grosse quantité, ou alors en OEM, bon, enfin, je sais pas, il y a eu un truc là-dedans, mais en tout cas, le fait que GD Audio ait mis un transistor particulier à un endroit pour une bonne raison, ça veut dire que c'est eux les concepteurs, c'est pas Burson. Hein. Donc, finalement, ce transistor ici, avec la base à la masse, c'est la seule explication que j'en aurais, parce que sinon, je vois vraiment pas à quoi il sert. Franchement, je vois pas à quoi il sert ce truc. Mais bon, en simulation, cet ampli-là, il fait ce qui est prévu. Mais alors, en pratique, pour faire marcher comme ça, c'est vraiment l'enfer. Et de toute façon, il ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Ok, donc, que conclure sur la mythe du Burson? Pour faire court, j'appellerais ça une grosse bouse. Pour faire long, on pourrait disserter là-dessus. Mais franchement, vendre à ce prix un appareil qui finalement, je pense, a été conçu pour un amateur quelconque qui a voulu faire son truc et puis finalement qui ne maîtrise pas du tout ce qu'il fait. Parce que aucun architecte électronique analogique peut pondre un truc comme ça, en tout cas pas ce genre de truc. J'avoue, je ne comprends pas vraiment l'intérêt, à part vraiment aller titiller les audiophiles et faire croire qu'il y a de la magie dans les trucs. Le concepteur, qui est le type de Audio GD,
avait reçu un prix de chez National Semiconductor sur un autre montage. Donc à mon avis c'est lui qui a fait ça, qui a fait ce montage. Je pense que c'est un amateur qui a fait des montages, qui a fait des trucs et qui a pondu celui-là parmi tant d'autres. Et Burson a sous-traité le premier modèle. Et puis bon, le vendait beaucoup plus cher. Et pour se détacher, voyant que l'autre vendait aussi ses trucs, ben, ils ont fait la version 2 comme ça, avec les plaques qui ont été retournées comme ça. C'est tout ce qu'ils ont fait, hein, parce que le reste, à part mettre un potentiomètre là, changer une valeur ici, absolument aucune différence. Burson, de toute façon, est incapable de sortir le moindre chiffre sur leur truc, sont incapables de dire quoi que ce soit dessus. Donc je doute que ce soit eux qui aient conçu ça. En gros, c'est une arnaque. Ce truc est une arnaque, ce truc ne fonctionne pas. Il n'est pas stable, il est distort à mort. Bon, si on met une résistance plus élevée ici, on arrive à rattraper la misère, mais c'est gros, ça capte tout. Franchement, quand j'ai commencé à entendre la radio, quand j'ai commencé à faire des mesures, là, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a la radio qui va au-dessus de la distorsion tellement c'était n'importe quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment lamentable. Donc, franchement, au lieu de dépenser votre fric à ce genre de conneries, il faudrait mieux d'acheter 3-4 bouteilles de vin de haut de gamme et faire une soirée entre amis, ce sera beaucoup plus utile pour l'humanité. Et oubliez ces conneries.